Bonjour à tous. Pendant cette session, on m'a demandé de vous parler du traitement personnalisé du carcinome hépatocellulaire et vu le temps imparti, je l'ai restreint au carcinome hépatocellulaire avancé parce que c'est globalement dans ce secteur qu'il y a eu le plus d'avancées ces dernières années. Alors, comme vous le savez très probablement, on a eu pendant environ une dizaine d'années essentiellement le sorafenib ou le Nexavar comme traitement de première ligne pour le carcinome hépatocellulaire. Et malheureusement, pendant une dizaine d'années, on a eu plusieurs déceptions en termes de développement thérapeutique, jusqu'en 2018 où le lenvatinib a pu être disponible, donc un autre inhibiteur de tyrosine kinase, qui a montré, au moins dans un essai de non-infériorité, que ce traitement pouvait éventuellement challenger le sorafenib. Mais pour les raisons que nous allons voir à l'instant, ce traitement n'est pas remboursé en France. Et il a fallu attendre jusqu'en 2020, donc l'année dernière, pour que la grande révolution des immunothérapies arrive dans le carcinome hépatocellulaire. Et c'est essentiellement dans ce cadre-là que je vais vous présenter un petit peu finalement dans quelle mesure on peut être amené en tant que clinicien à exercer une médecine personnalisée. Alors, pas encore sur des biomarqueurs, vous le verrez, mais sur des données cliniques relativement simples que je vais vous présenter. Alors, très rapidement, sur le lenvatinib, c'est un essai de non-infériorité qui a effectivement été publié en 2018 et qui a montré, comme vous le voyez sur ces courbes de survie, que globalement, le bénéfice attendu de cette molécule par rapport à sorafenib est globalement similaire, si ce n'est peut-être pour ce qui est la survie sans progression qui est peut-être un petit peu améliorée. On va le voir à la fin de cette présentation, plutôt chez les patients qui n'avaient pas d'envahissement portal. Mais néanmoins, du fait de ce design d'essai de non-infériorité, la molécule n'est pas remboursée actuellement en France. Alors, c'est là que la révolution est arrivée à partir de ces immunothérapies, donc vous savez, qui ciblent l'axe PD1, PDL1, vous le savez probablement, qui est globalement un axe qui lie les cellules immunitaires T et les cellules tumorales, et qui, en temps normal, inhibe finalement la réponse immunitaire au développement du cancer. Et donc, finalement, à partir des anticorps monoclonaux, que ce soit les anti-PD1 ou les anti-PDL1, on va pouvoir restaurer l'immunité anticancéreuse en inhibant cette fixation entre ces cellules T et les cellules tumorales. Et ce sont des agents qui ont été effectivement testés et approuvés dans un certain nombre de cancers et qui méritaient d'être testés dans le carcinome hépatocellulaire. Alors malheureusement, les premiers essais ont été très décevants en termes de monothérapie, comme par exemple l'essai Checkmate 459, qui testait le nivolumab, qui est un anticorps anti-PD1. Et vous voyez ici, en termes de bénéfices de survie globale versus sorafenib, cette molécule n'apportait pas de bénéfices aux patients. D'où l'idée de développer des combinaisons de traitements à base d'immunothérapie, comme cela a été fait par l'essai IMBRAVE 150, qui testait donc une autre molécule, là un anti-PDL1, la tezolizumab, et là associé avec le bevacizumab, qui vous savez est un anticorps monoclonal anti-VEGF. Et l'idée, le rationnel était effectivement d'essayer donc de là aussi de restaurer un micro-environnement humain favorable à l'action de la molécule atezolizumab, puisqu'on sait que la néoangiogénèse ne favorise pas l'action de ces immunothérapies. Donc, les patients étaient randomisés pour recevoir soit l'association atezolizumab, bevacizumab versus sorafenib, et les patients étaient suivis. Et vous avez probablement vu ces résultats. Donc là, je vous montre les courbes de survie qui ont été aménagées par ou plutôt optimisées par le suivi des patients un peu plus long par rapport à la publication de l'an dernier, 2020. Et vous voyez qu'on arrive à une médiane de survie de l'ordre de 19 mois chez les patients traités par atezobeva versus 13 mois par sorafenib, qui est une médiane de survie globalement habituelle avec cette monothérapie par inhibiteur de tyrosine kinase. Donc c'est la première fois donc cette année que nous avons la possibilité de prescrire des molécules plus efficaces que le sorafenib, donc l'atezo et le bevacizumab. Alors en plus de cette efficacité, vous le savez également probablement, un profil de tolérance bien plus favorable pour cette association atezo-beva par rapport au sorafenib. Et vous voyez ici donc sur cette diapositive que globalement, en dehors de l'hypertension artérielle, tous les effets secondaires et notamment ceux qui empoisonnent le plus la vie des malades, notamment la diarrhée, le syndrome Mapier et l'anorexie, sont bien moins importants en cas de traitement par immunothérapie par atezobeva. Donc globalement, on a un profil de tolérance meilleur et une probable meilleure efficacité.
Mais vous le savez, le bevacizumab est un anticorps anti-VEGF qui expose à des risques hémorragiques accrus. Donc, première question en termes de médecine personnalisée, est-ce qu'on peut débuter ce type de traitement chez les patients qui ont des varices œsogastriques? Alors, on le sait par l'étude IMBREV 150, il y avait environ un quart des patients qui présentaient des varices œsophagiennes ou gastriques à l'inclusion et dont environ la moitié étaient traités pour cela. Et finalement, quand on regarde les épisodes hémorragiques et notamment les hémorragies digestives, il n'y avait pas significativement plus d'hémorragies digestives dans le groupe Atezo-Beva. Néanmoins, attention, il s'agit d'une population extrêmement sélectionnée dans le cas d'un essai. Vous le voyez également sur cette diapositive, essentiellement des patients d'origine asiatique, donc assez peu de cirrhose, probablement en tout cas moins que nos populations européennes ou éventuellement nord-africaines. Alors, en pratique, que seulement des avis d'experts que je peux partager aujourd'hui avec vous. Prudence si antécédent de rupture de varice œsophagienne. Bien sûr, respecter les conditions de l'essai qui étaient le fait d'avoir une fibroscopie dans les 6 mois avant cette prescription. Et là aussi, avis d'experts, plutôt préférer une prophylaxie primaire par bêta-bloquant plutôt que des ligatures du fait du risque hémorragique par chute du clou plaquettaire agilis. Alors, deuxième question en termes de médecine personnalisée, qu'est-ce qu'on peut prescrire après l'atezolizumab en cas de progression? Eh bien, c'est là que les grandes lignes sont en train de bouger, puisque vous voyez que les nouveaux algorithmes comprenant des immunothérapies sont en train d'arriver du fait de l'AMM de cet atezolizumab dans la plupart des parties du monde. Et donc, finalement, donc, le standard devient en première ligne cet atezolizumab, sauf en cas de contre-indication. Et donc, on rentre dans un switch où la seconde ligne va devenir donc soit le sorafenib ou l'orvatinib qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, la question qui se pose, c'est en cas d'échec ou de progression de ces molécules que l'on connaît bien, finalement, comment va-t-on choisir entre le régorafenib, le cabozantinib ou le ramucirumab, vous savez, qui sont les molécules jusqu'à présent utilisées en seconde ligne et maintenant qui vont être switchées en troisième ligne. Eh bien, je n'ai rien d'autre à vous proposer que ce qui est effectivement déjà recommandé en seconde ligne, puisque vous voyez sur cette diapositive qui vous résume un petit peu finalement comment on va pouvoir personnaliser le choix entre ces différentes molécules. Donc, en première ou en seconde ligne, pour le sorafenib et l'envatinib, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plutôt préférer éviter le lenvatinib chez les patients qui ont des envahissements portaux. Et pour le choix du régorafenib ou du cabozantinib ou du ramucirumab, vous le voyez ici, le régorafenib est une molécule très proche du sorafenib et qui est globalement été testé chez les patients tolérants au sorafenib, donc plutôt éviter cette molécule chez les patients intolérants. Le cabozantinib, vous pouvez l'utiliser chez tous les patients. Et le ramucirumab, là, vous le savez, on rentre véritablement dans la médecine personnalisée puisque l'AMM pour cette molécule est uniquement en cas d'alpha-fetoprotéine élevée à plus de 400 nanogrammes par ml, cette molécule n'ayant malheureusement pas l'AMM et le remboursement en France. Peut-être que dans vos pays, vous pouvez l'utiliser. Donc, n'oubliez pas l'alpha-fetoprotéine supérieure à 400 nanogrammes par ml. Donc, en conclusion, cette combinaison Atezo-Beva, c'est maintenant le standard en première ligne. Premier niveau de personnalisation, c'est existe-t-il un risque de saignement, comme on l'a vu des varices œsogastro-duodénales? Globalement, ce risque est plutôt faible, notamment si le patient a été bien sélectionné, comme on l'a vu. Surtout une meilleure qualité de vie que sous inhibiteurs de tyrosine kinase de type sorafenib. Et finalement, cette impression pour les cliniciens d'avoir gagné une ligne, puisque maintenant, on va globalement switcher en seconde ligne vers le sorafenib ou le lenvatinib, voire en troisième ligne vers d'autres inhibiteurs de tyrosine kinase, comme on l'a vu, comme les régorafenib et le cabozantinib, avec là aussi à chaque étape un choix personnalisé qui peut se faire en fonction du profil patient et du profil de tolérance de ces molécules. Alors, vous le savez, on n'a pas encore de possibilité d'identifier les répondeurs, que ce soit l'immunothérapie aux inhibiteurs de tyrosine kinase, mais vous le savez probablement, d'autres associations sont en cours d'évaluation dans les études de phase 3, et on va avoir dans les mois et les années qui viennent encore plus de combinaisons d'immunothérapie entre elles ou d'immunothérapie et inhibiteurs de tyrosine kinase qui vont d'autant plus complexifier les options et les questions posées. Juste pour terminer, puisque nous sommes dans une session franco-africaine, n'oubliez pas qu'effectivement, ces progrès ne peuvent s'inscrire que dans une prise en charge globale du cancer à l'échelon des pays et également des continents, et notamment, j'insiste, comme ça a été fait récemment dans la littérature, sur la nécessité d'optimiser les programmes de dépistage pour la détection précoce du cancer du foie. Je vous remercie pour votre attention.